Bonjour à tous, c'est parti pour une demi-heure de débrief de l'actu tech dans Smart Tech. Je présente les sujets et les commentatrices juste après. Allez, c'est parti pour notre grand débrief de la tech. Aujourd'hui, autour de la table, Marie-Christine Levet. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Delphine. Présidente, cofondatrice d'EduCapital. À côté de vous, Margarita Zatkova, directrice data programmatique chez Weborama. Bonjour. Bonjour Delphine. Et Miki Mchikli, à côté de moi, conseillère en tech et data, conseillère en stratégie des dirigeants. Bonjour Miki. Bonjour. Alors, on va parler du chiffrement, la protection par chiffrement, qui serait à nouveau menacée par un texte proposé par le Sénat. On va voir en quoi ça peut nous inquiéter ou pas, peut-être. J'aurais peut-être des avis différents autour de la table. Mais je voulais quand même qu'on commence avec le top départ du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est un peu notre grand sujet en ce moment, puisque ça se passe à Paris, sommet international. On attend énormément de monde, c'est 10 et 11 février. Mais il y a énormément d'événements qui se sont déjà déroulés en amont dans la perspective de ce rendez-vous international. Clara Chapaz, la secrétaire d'État chargée de l'IA et du numérique, Anne Bouvreau, Bruno Bonnel, qui est secrétaire général pour l'investissement. Ils ont lancé notamment des défis convergence IA. Et donc nous sommes connectés pour ça avec Isabelle Hilali. Bonjour Isabelle, vous êtes fondatrice et CEO de Datacraft, qui est un club d'experts autour de la donnée. Et vous avez créé, donc avec Instadeep, qui est une start-up tunisienne rachetée par une grande entreprise de biotech allemande, un de ces 35 défis. Il s'appelle le Geo AI Hack. C'est un hackathon de 2 jours. Quel était le challenge à relever déjà ? Alors, en fait, déjà, on travaillait sur des données satellites, des données à la fois de la NASA et de l'Agence spatiale européenne. Et l'idée, à partir de ces données satellites, c'était d'arriver à identifier des lieux, notamment de nidation de criquets pèlerins qui font des ravages sur l'agriculture en Afrique. Voilà. Et donc, c'était de permettre d'identifier ces lieux pour pouvoir détruire les criquets avant qu'ils se développent trop massivement. Alors, parce qu'il faut quand même rappeler l'objectif de ces challenges, de ces défis convergence IA, c'est de prouver que l'intelligence artificielle, finalement, peut servir à l'intérêt général, à des problématiques importantes de société, de population. Oui, tout à fait. C'est effectivement de montrer à quoi ça sert de façon très concrète et positive. Et puis nous, c'est aussi un moyen d'améliorer la technique et puis de permettre des collaborations un peu inédites, puisque au hackathon, il y avait beaucoup d'étudiants. On était reçus à l'Agence française du développement, mais il y avait aussi des entreprises comme Colas, Egis, Accuracy qui travaillent aussi à partir d'images satellites, pas nécessairement sur le sujet des criquets pèlerins, mais en tout cas pour plein d'utilisations. Et l'idée, c'était de fédérer tout cet écosystème. D'ailleurs, c'était un des objectifs, justement, de montrer que l'écosystème de la recherche peut travailler avec les grandes organisations privées, avec les étudiants. Ça a été compliqué, justement, à organiser, à orchestrer cette collaboration ? Pas tellement, parce que nous, on fait ça au quotidien chez Datacraft. Donc, c'est vrai qu'on fédère déjà un gros écosystème. Il y a plus de 45 grandes entreprises publiques et privées qui sont membres du club. Il y a des startups et plus de 600 chercheurs. Donc, on avait déjà cet écosystème. En plus, là, on était sur un sujet qui était très enthousiasmant, à la fois d'un point de vue technique, sur les données satellites, c'est toujours enthousiasmant. Et puis notre co-organisateur Instadeep a aussi des super technos pour travailler sur les données satellites. Et puis un sujet lié à l'agriculture, lié à l'Afrique, c'était aussi extrêmement motivant. Donc non, on a eu plutôt beaucoup trop de candidatures à gérer que des difficultés à avoir les bonnes personnes. Et quel résultat ? Parce que donc ce hackathon s'est tenu en amont du sommet. Quel est le résultat ? Alors, le résultat, on a amélioré les modèles existants. Donc, du coup, ça permet d'être plus performant sur cette thématique-là et de façon générale sur le traitement des données satellites. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui se sont rencontrés aussi, qui ont envie de faire des choses. Côté Agence française du développement,
les sujets d'IA, c'est déjà des sujets qui regardaient de près, mais je pense que ça les a encore plus boostés pour faire des choses sur ces sujets. Ça a fait connaître aussi ces sujets à tout un tas d'étudiants qui sont venus participer. Et voilà, donc je pense que ça permettra d'aller encore plus loin le coup d'après. C'est intéressant parce que ça montre quand même qu'on a un écosystème assez riche, que ce soit académique ou industriel. On dit souvent on a beaucoup de talent. Là, ça donne un peu corps finalement, hein, aux paroles politiques, aux incantations, à travailler ensemble. On est sur la bonne voie. Il vous semble qu'on a pris un bon chemin, là, une bonne stratégie avec tout ce qui est mis en place autour du sommet. Je ne sais pas, Niki. Alors, moi, je suis absolument enthousiaste de ce sommet. Je trouve que c'est fabuleux à tout point de vue. C'est fabuleux d'un point de vue industriel, enfin, notre industrie de façon générale, qu'elle touche les gros industriels ou les domaines de la data, du numérique. Et de l'autre côté, d'un point de vue diplomatique. Je trouve que finalement, en plus, avec l'arrivée de DeepSeek et de Erwan, on est au milieu et on a l'opportunité aujourd'hui entre donc la Chine et les États-Unis. Ouais. Exactement, entre la Chine et les États-Unis. Et on existe et on a énormément de choses à apporter dans le panier de la mariée. Et donc d'être à la table des négociations pour avoir un poids important et d'être écouté. Parce qu'entre ces deux gros géants, l'Europe est tout petit. Mais parce que cet écosystème, bon, il est réel, on le voit, moi je le reçois même dans Smartech, mais on a quand même besoin encore de prouver qu'il existe, voilà, qu'il est effervescent, qu'il a un potentiel. Oui, moi aussi je suis assez enthousiaste. Je trouve que c'est bien quand même que la France montre ses talents. C'est bien que voilà, il y aura quand même beaucoup de startups de l'IA. Il y a plus de 1000 startups de l'IA qui vont être plus ou moins dans cet événement. Donc c'est bien que la France montre ses talents. C'est bien qu'elle prenne effectivement entre les milliards de dollars des US et le Spoutnik chinois, qu'elle arrive à trouver une place, et cette place de dire que voilà, nous on peut faire une IA responsable de nos valeurs européennes. Donc bon, je trouve que c'est un élan positif. Après, honnêtement, il faudra voir quand même le ROI de cet événement. Oui. C'est un événement qui va coûter très cher et il faut être cohérent parce que si on fait cet événement, il ne faut pas de l'autre côté, on coupe des budgets de la recherche. On a le statut du jeune prof, tuteur, voilà, et docteur est coupé. Donc c'était quand même un statut qui permettait de faire travailler la recherche avec les grands groupes. De l'autre côté, on ne forme pas du tout les jeunes qui sont quand même la nouvelle génération. C'est elle qui sera l'IA de demain. Hein. On ne les forme pas du tout aux matières scientifiques, au code à l'IA. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez le budget du numérique éducatif pour tous les collèges à l'éducation nationale ? Aïe. Non. 10 millions d'euros. Donc, c'est même pas 1 euro par élève. Donc, voilà. Donc, du coup, il faut être cohérent. Il faut être cohérent pour que vraiment on soit une nation forte en IA et qu'on se donne les moyens de l'être aussi. Alors, je vais enchaîner sur, justement, il y a 5 problématiques qui sont déroulées pendant ce sommet. L'IA au service de l'intérêt public, l'avenir du travail, innovation et culture, l'IA de confiance, la gouvernance mondiale de l'IA. Ça fait beaucoup de priorités, finalement. Est-ce qu'on peut appeler ça des priorités ? C'est une bonne question. Moi, j'en vois une, en tout cas, qui est prioritaire et qui est primordiale, c'est la gouvernance. Et on parlait justement de la place de la France dans l'IA. On est beaucoup sur le travail sur du open source, sur du partage, face aux deux gros géants qui, eux, sont moins dans ce partage d'informations et ce partage même si le modèle, justement, chinois est open source. Exactement, même si DeepSeek travaille effectivement sur ce principe-là. Et même si, apparemment, il a échangé des informations avec OpenAI, mais on a moins de sociétés de cet acabit-là chez nous. Et cette gouvernance, et ce qu'on voit aux États-Unis, avec notamment le fait de commencer à ne plus réguler l'IA, de ne plus créer de la confiance dans l'IA, je pense que c'est un des sujets primordiaux en tout cas pour moi, je pense qu'il y a un sujet central, c'est la gouvernance. Et on voit qu'effectivement, les régulations ont tendance à devenir de moins en moins importantes et de moins en moins contraignantes. Isabelle Hilali, justement cet écosystème-là, vous l'avez touché du doigt à travers cette expérimentation, à travers ce hackathon, et ces challenges convergence AI. Vous êtes optimiste, vous aussi, sur l'issue du sommet ? Alors, ce que je trouve, c'est qu'en tout cas, ça crée une grosse dynamique parce que tout le monde veut en être, tout le monde veut présenter un projet, ça accélère pas mal de choses, ça nous met en visibilité aussi.
par rapport notamment à l'étranger. On voit qu'il y a une grosse participation de plein de pays. Donc oui, je trouve que ça crée une accélération et ça crée une dynamique intéressante. Après, effectivement, on est sur des sujets où il y a beaucoup de compétition entre les pays et il y a de la collaboration aussi. Mais non, dans tous les cas, c'est sûr que ça crée une dynamique intéressante, comme à chaque fois qu'il y a un gros événement. Donc c'est l'après qui est intéressant à gérer, comme les JO. C'est ça, c'est l'après. C'est comme les JO, combien ça a coûté, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce qu'on va en tirer comme bénéfice. On va vous libérer, Isabelle Lally. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes la fondatrice et la CEO de Datacraft. Merci encore. Nous, on continue sur cette question de l'intelligence artificielle. Mikim, vous vouliez souligner justement dans le registre de ce qu'apporte l'IA au monde, à la société, à chacun d'entre nous, il y a le sujet de la santé qui est vraiment... peut-être le plus prometteur, j'ai l'impression, non ? Oui, et puis il faut voir aussi que ça fait déjà plus d'une trentaine d'années que finalement la santé utilise l'IA et qu'on ne le savait pas forcément. Alors, il y a quelques jours, le président Macron et son épouse sont allés inaugurer à Gustave Roussy 32 000 mètres carrés dédiés à la recherche. Donc là, je pense que... Contre le cancer. On a un élément vraiment très, très, très fort qu'on tient dans nos mains parce qu'on a des scientifiques, des chercheurs que le monde nous envie, vraiment. Ça va être le premier centre européen pour la recherche. L'objectif, c'est que d'ici 2040, 80% des cancers soient soignés, qu'on soit guéri. Et bien sûr, l'utilisation de l'IA, elle est dès le départ, donc dans le diagnostic, les pronostics, mais également aussi dans la prévention. Donc on aide énormément les médecins à avoir des recommandations finalement de surveillance plus ou moins rapprochées. Et puis ensuite, dans les soins, donc moi je fais partie du conseil d'administration d'une association qui s'appelle ROSUP, qui est là pour accompagner les femmes atteintes de cancer, tout type de cancer, et dans l'après, dans le soin, dans l'accompagnement, c'est fondamental. Ça libère un temps phénoménal. On manque de ressources au quotidien, et je trouve que c'est une avancée formidable. Donc la France, cocorico, on est vraiment très en avance, et il faut qu'on continue dans ce domaine-là. Et dans l'éducation, on avance ? Alors dans l'éducation, les élèves le sont, parce que 99,9% je pense des élèves aujourd'hui utilisent ChatGPT et d'autres outils pour faire leurs devoirs et pour apprendre. Les profs encore peu, il y a une dizaine de pourcents de profs qui utilisent, donc on a un énorme enjeu de formation des profs, mais aussi de formation des élèves au risque de l'IA, comment bien l'utiliser, aux dangers aussi. Et on a des startups très innovantes. Educapita, c'est le premier fonds européen. On n'a rien à envier aux Américains en termes d'innovation et d'idées. On a des startups qui aident à préparer des cours, on a à faire des exercices. Il y a des tuteurs virtuels maintenant pour l'apprentissage des langues. Il y a même des startups qui se mettent maintenant sur le sujet de la correction des copies. Donc c'est très très innovant. Après, on a toujours un même sujet. Bon, déjà, on n'a peut-être pas assez d'investissement par rapport aux Américains. Quand une startup lève 5 millions en France, la même startup lève 50 millions aux US. Et on a encore un problème de marché qui ne s'est pas développé. Et c'est vrai que plus on va, plus on se développe. Il ne faut pas que l'école reste sur le côté et que l'école reste dans le 19e siècle. Et au niveau européen, Marie-Christine Levet, il y a quand même quelque chose qui se passe ou on a encore un marché très fragmenté ? On a un marché encore très fragmenté sur tout ce qui est... parce que c'est très dépendant des ministères de chaque pays. Mais c'est vrai que l'IA peut un peu révolutionner parce qu'on a quelque chose qui arrive qui est le tuteur virtuel. Et là, il ne s'adresse plus au ministère, plus aux profs, plus à l'école. Il s'adresse directement à l'élève qui va pouvoir, grâce à l'IA, finalement, réussir à trouver s'il a un blocage en maths, contourner ce blocage et progresser à son rythme. Donc c'est vraiment une révolution. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants, mais c'est vrai que ça révolutionne totalement le secteur de l'éducation et c'est bien qu'il y ait des startups EdTech qui soient représentées lundi au Grand Palais, le Knowledge, la Lilo. Donc c'est bien pour la France aussi de mettre en valeur ces belles innovations.
Et Margareta, vous parliez du sujet de la gouvernance. Ça rejoint aussi les préoccupations autour de la sécurité, parce que dans les deux cas, vous nous parlez des promesses et de l'énorme progrès en fait que ça peut représenter demain dans des secteurs aussi importants que la santé ou l'éducation. Mais ça veut dire qu'il faut quand même encadrer tous ces sujets de sécurité. Donc il y a eu le lancement de l'Institut national de l'évaluation de la sécurité de l'IA. Ça s'inscrit en fait dans une coopération internationale, alors décidée avant l'ère Trump du côté des États-Unis, qui est en train un peu de revenir là-dessus. Mais est-ce qu'on doit aussi quand même s'inquiéter des risques de l'IA? Parce que je vous trouve très optimiste. Moi, je pense que oui, et il faut se poser la question, notamment dans les domaines sensibles dont on vient de parler, l'éducation, la santé, mais il y a aussi l'emploi. Également, en même temps, on parlait des élèves qui y sont déjà, beaucoup de salariés y sont déjà, mais sans l'éducation nécessaire, sans le recul nécessaire pour les utiliser. Et on parlait tout à l'heure, effectivement, notamment des chiffrements et des failles qui peuvent exister et de l'utilisation qu'on peut avoir des données qu'on nous fournit à toutes ces IA. Et en parlant de DeepSeek, typiquement, je pense que vous avez vu les dernières news et le fait qu'il commence à être interdit dans plein de pays, notamment parce qu'il y aurait une relation entre China Mobile, qui dépend du gouvernement chinois, et un envoi d'informations sur l'utilisateur et sur son device, et sur ce qu'il fait et sur sa vie privée. Donc je pense qu'il faut s'inquiéter, et c'est pour ça que moi je pense que le sujet principal reste la gouvernance, l'accord entre les pays de comment on va gérer l'IA et comment la rendre plus respectueuse de la vie privée et comment les utilisateurs vont y avoir confiance. Mais comment on va faire pour trouver cet accord entre les différents pays qui ont des points de vue mais tellement différents? C'est important, je pense, que dans chaque secteur, on crée aussi des acteurs européens, souverains, qui respectent la confidentialité, la gouvernance des données, et voilà, et qu'on crée nos filières aussi européennes dans l'IA et qu'on ne soit pas que dépendant des acteurs américains ou demain chinois. Ouais, c'est-à-dire, si on n'arrive pas à s'entendre sur quelques bases, autant avoir nos propres acteurs. Oui, ou développer des acteurs. Là, aujourd'hui, c'est vrai que ce qui se passe là sur l'IA, ça serait passé peut-être il y a 20 ans sur le moteur de recherche. On n'aurait pas que Google, et on aurait peut-être des acteurs. Mais le problème, c'est que pour développer des acteurs européens, etc., il y a quand même aussi, même si avec DeepSeek, on peut se demander si les coûts diminuent, il faut quand même des investissements massifs. Oui. Qu'on n'a peut-être pas encore en Europe. L'Europe a annoncé vouloir investir 4 milliards. Si vraiment les États-Unis investissent 500 milliards. Après, ça dépend sur quoi on investit. Quelle est la bonne méthode, en fait, la bonne démarche? On n'est pas obligé, enfin, ça c'est un discours maintenant qui est de plus en plus présent en France et en Europe, de dire on n'est pas obligé de copier la stratégie des Américains et même des Chinois. On peut aussi investir des pans de l'IA qui n'ont pas encore été investis et où le ticket d'entrée est peut-être un peu moins élevé, par exemple autour de la sécurisation des IA. Oui, ou des applications, même des applications dans la santé, des applications métiers dans l'éducation, etc. Des applications qui vont se baser peut-être sur des LLM et qui, elles, respectent les données. C'est vrai que la course au LLM, on a Mistral, il faut parier dessus, mais elle est difficile. Mais après, il y a une voie entière qui se développe dans tous les métiers. Oui, je pense que bien sûr il faut traiter l'IA avec bienveillance, mais comme tout en fait, la clé elle est là, donc elle devient dangereuse à partir du moment où il n'y a pas de bienveillance et à partir du moment où il n'y a pas d'autorégulation. Et finalement, si on n'a pas suffisamment les moyens humains d'autoréguler l'IA, il faut avoir une IA à côté qui autorégule l'IA. Et ça existe déjà, des IA qui s'autorégulent entre elles. Il y a beaucoup d'espoir de ce point de vue-là. Créer en fait une IA démocratique, la démocratie de l'IA. Yuval Noah en parle un peu dans son livre Nexus sur ce sujet démocratique. Maintenant, moi je suis pleine d'espoir parce que, comme tu le disais, il y a à notre disposition des outils qui sont open source et il y a plein de créativité en Europe, en France en particulier, des gens qui ont des envies de développer des projets ad hoc. Et il faut, là je m'adresse plutôt aux politiques, il faut qu'on continue à les aider. Ouais. Ce crédit impôt recherche, il faut qu'il continue à exister. Les élans sur le financement des startups, l'amélioration des coûts des entreprises qui investissent dans ce secteur-là doit être présent. Je ne veux pas faire mon Bernard Arnault, loin de là, on n'est pas du tout dans ce sujet-là, mais il y a vraiment besoin d'aller chercher et de pousser ces talents d'un point de vue aide financière de l'État.
Aide financière, on dit aussi ouvrir les carnets de commandes au sein des administrations. On a quand même l'AIACT qui commence à entrer en vigueur, une première partie du règlement européen qui va s'imposer à tous. Est-ce que ça, vous considérez que justement c'est bien parce que ça traite ce sujet de la sécurisation de l'IA, ce sujet de l'alignement nécessaire, ou est-ce que non, c'est vraiment un frein aujourd'hui à l'innovation en Europe? Donald Trump aux États-Unis considère que ces sujets de sécurité sont un frein de toute façon à l'innovation. Ça, on l'a bien compris. Mais même dans l'écosystème aujourd'hui français, on crie à trop de règles, trop de contraintes qui empêchent justement de rattraper un certain retard. Je pense que le fait d'analyser les risques d'une IA en amont, c'est important. Important pour la vie privée, important pour les utilisateurs, important pour les populations fragiles. Et on en a discuté à plusieurs reprises sur ce plateau, notamment les mineurs et les personnes qui peuvent avoir du mal à comprendre une IA et comprendre comment fonctionne un algorithme derrière et quel est son raisonnement. Donc je pense que l'IA-Act est important. Pour donner de la confiance. Complexité juridique, la complexité de l'application. C'est ça. C'est dans le fond, c'est une très bonne idée et c'est très bien de pouvoir les classifier dans des catégories. La mise en œuvre et l'application, par contre, est une autre chose. Et je pense que c'est là où tout l'écosystème, effectivement, crie un petit peu fort en disant pour mettre ça en application, c'est pas si simple que ça. Il faut donner des clés pour pouvoir l'appliquer simplement. Est-ce que OpenAI, par exemple, pourrait montrer les mêmes progrès s'il était censé appliquer l'AI-Act ? Probablement pas tout de suite. Une fois qu'il est établi et qu'il a déjà fait ses preuves, c'est plus facile de mettre de la régulation a posteriori qu'au début. Oui. Effectivement, notamment dans la phase d'apprentissage, qui a besoin d'énormément de données, qui a besoin de se servir de tout un tas de sources différentes. Après, effectivement, je pense que la France et l'Europe, on a tendance un peu à complexifier beaucoup nos législations, nos réglementations, à demander beaucoup à nos écosystèmes, finalement, surtout aux startups qui ont beaucoup moins de cette possibilité de respecter ces règles-là. Ça peut être un frein, ou c'est déjà un frein aujourd'hui, par exemple, pour les EdTech qui travaillent sur l'IA? Non, aujourd'hui, pour les EdTech, c'est pas un frein, et je pense que même ça peut être une chance. Parce que ça peut être une chance de se dire, voilà, on respecte, typiquement dans l'éducation, il y a quand même des enjeux énormes de données des enfants, etc. Et d'avoir une régulation, je pense qu'on ne peut pas laisser un état de non-droit sur tout ce qui est digital. Après, je suis d'accord avec vous, on a tendance, en France particulièrement, à surcomplexifier dès qu'on régule. Il faudrait pouvoir réguler de manière assez light. Alors, je ne sais pas si c'est un vœu pieux, mais voilà, on a tendance à surcomplexifier et voilà, et c'est clair, ça peut créer des freins, mais c'est aussi une chance de se dire dans des activités stratégiques, la défense, l'éducation, la santé, on respecte les données et on a une gouvernance. Bon, allez, on va changer. Il n'y a pas que le sujet de l'IA, il y a aussi le sujet du chiffrement, puisqu'on a le Sénat qui a voté un amendement visant à pousser les messageries à créer un accès au contenu chiffré pour les services de renseignement français, sous peine d'amende, sinon. Donc, autrement dit, il serait exigé de ces messageries d'installer des backdoors, des portes dérobées. Donc, on revient encore une énième fois avec cette polémique. Il y a évidemment plusieurs experts qui ont quand même rappelé que créer des portes dérobées, c'était créer finalement des failles. Et les failles ne sont pas exploitées uniquement par les services de renseignement pour faire de la lutte contre le narcotrafic, mais potentiellement pour d'autres actes malveillants. Pour autant, on comprend que les services de police et de renseignement ont besoin de travailler, d'aller plus vite. Quelle est votre position sur cette question et comment on reste dans un numérique de confiance, parce que la confiance, c'est aussi confiance dans les outils et la sécurité qu'ils apportent, confiance dans la confidentialité de nos échanges. Je pense que là, on a un sujet d'équilibre entre la vie privée des utilisateurs et entre la lutte contre la criminalité, quelle qu'elle soit. Et on revient un peu aux discussions qu'on avait eues en 2022 avec la loi pour la protection des mineurs au niveau de l'Union européenne. À ce stade-là, il n'y a pas de solution vraiment miracle. C'est vrai que c'est nécessaire d'avoir accès à ces messages-là pour anticiper effectivement des actes criminels. Et de l'autre côté, nous, en tant qu'utilisateurs, on ne souhaite pas avoir nos données divulguées et on ne veut pas de la surveillance de masse. En fait, la porte la plus facile à ouvrir, c'est la surveillance de masse. Et est-ce que réellement le gouvernement va se borner juste à utiliser ces données
pour la surveillance des criminels, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres données, les données notamment d'utilisateurs qui vont y passer? Qu'est-ce qui se passe avec les données confidentielles entre chefs d'État, entre politiques, entre hommes d'affaires qui échangent des informations confidentielles? À quel point ces failles peuvent être utilisées à ce niveau-là? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et moi, je trouvais une proposition qui avait été faite de mémoire par la Belgique en 2022 sur les discussions au niveau de l'Union européenne qui, en fait, mettait le problème un peu en amont en disant, au lieu de toucher au chiffrement, qui du coup est la valeur ajoutée de toutes ces messageries et qui est la protection des consommateurs, c'est de pouvoir scanner les contenus en amont avant qu'ils soient chiffrés. Parce qu'en fait, ils sont chiffrés au moment où on envoie. Oui, alors, ils sont pas ça, chiffrés c'est au moment où le l'État... chat contrôle, mais... C'est le chat contrôle, exactement. Ça, c'est Est-ce que encore, c'est une bonne solution ou pas? C'est à discuter. Il y a d'autres dessus. solutions. Il y a aussi mener les enquêtes, parce qu'aujourd'hui, les enquêtes se sont menées. Agir vis-à-vis des messageries qui ne respectent pas les règlements, comme on l'a fait avec Telegram, par exemple. Ouais. Alors, moi, je suis pour la liberté. Ouais. Alors, donc non. Non. Je pense que là, on va sur une dérive et je suis sûre que la police va et a déjà des moyens autres et la surveillance de masse, c'est non. Et la fragilisation de ces systèmes. C'est non, c'est George Orwell, c'est non. Ouais. Marie-Christine. Moi, je suis partagée parce que je pense quand même qu'on ne peut pas laisser un état de non-droit sur le digital. Bon, après, il faut être assez réaliste sur le fait que les narcotrafiquants ou autres, ils iront sur d'autres messageries. Il y en a qui se créent tous les jours. Et donc bon, il faut être assez réaliste sur ce fait-là. Mais bon, si on pouvait trouver quelque chose quand même qui, à un moment donné, de la justice fasse son métier. Et donc, moi, je trouve qu'il faudrait trouver quelque chose. Alors après, je ne suis pas du tout la plus experte technique. Non, mais vous avez travaillé dans les télécoms, vous avez vu aussi les relations entre les services d'enquête et les opérateurs du numérique. Dans les télécoms, à un moment donné, quand on nous demandait une adresse IP d'un proxénète, etc., on l'a donnée. Oui. Je pense que à un moment donné, il faut aussi répondre à la justice de son pays. Mais ça fonctionne. Ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne déjà. Ça fonctionne. Et on l'a donné, d'ailleurs. On sait très bien. Et on continue à la donner. Après, qu'il y ait une surveillance de tous les contenus postés, ça, non, ça c'est la liberté individuelle. Mais qu'à un moment donné, quand la justice fait son métier, elle demande quelque chose, il faut le respecter. Après, quand vous lisez les juridictions générales de WhatsApp, elles disent que c'est selon leur politique. Donc je doute que WhatsApp respecte ce que la justice française lui demandera. La politique change beaucoup du côté de WhatsApp. Merci beaucoup à toutes les trois. J'étais ravie d'avoir un plateau 100% féminin. Pourtant, on n'est pas le 8 mars, mais voilà, ça arrive aussi dans Smart Tech. Merci encore. Merci à vous de nous suivre. Donc, vous nous suivez sur la chaîne Be Smart for Change et également en podcast. À très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.